Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce programme de la pandémie Covid-19 que vous propose votre faculté, la faculté de médecine et de pharmacie de l'université Hassan II de Casablanca. Vous le savez, vous pouvez envoyer vos questions par vidéo ou par écrit à l'adresse uh2fmpc.questioncovid19@gmail.com. On vous rappelle aussi la création depuis 72 heures d'une cellule d'écoute, de soutien spéciale pour les étudiants et spéciale pandémie Covid-19 où vous pouvez appeler, être pris en ligne directement par téléphone, vous pouvez envoyer des messages et je vous rappelle la ligne téléphonique, c'est le 06 66 48 56 70. Pour ce quatrième programme aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par deux de vos enseignants, professeur Abdel Fattah Chakib, professeur de l'enseignement supérieur des maladies infectieuses à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Bienvenue, professeur Chakib. Merci, monsieur le doyen. Professeur Chakib est aussi un grand spécialiste, une référence nationale, non seulement en maladies infectieuses, mais aussi en maladies tropicales. Et professeur Abdel Fattah Chakib est aussi membre du comité technique et scientifique du programme national de prévention et de contrôle de la grippe et des infections respiratoires aiguës, pour dire qu'il est membre actif au niveau de ce comité qui se charge justement de la riposte contre ce coronavirus. Avec nous aussi dans cette émission, professeur Nadia Tahiri-Joti, qui est professeur de l'enseignement supérieur de biologie cellulaire et qui est, comme vous le savez, notre vice-doyenne chargée de la recherche scientifique et de la coopération. Bonjour monsieur le doyen, bonjour professeur Chakib. On commence donc ce programme avec une première série de vos questions, chers étudiants. Et la première série des questions, elle concerne la transmission du virus, elle concerne la clinique et la confirmation. On regarde. Bonjour. Si par exemple, un médecin de garde dans un service reçoit un malade avec qui il fait l'interrogatoire, un malade qui l'examine et qui par la suite à l'examen au laboratoire se révèle positif, quelle serait alors la conduite à tenir vis-à-vis du médecin? Est-ce qu'il doit obligatoirement bénéficier d'un examen nasopharyngé ou il doit tout simplement être confiné pendant 15 jours? Bonjour. Alors tout d'abord, je tiens à remercier monsieur le doyen ainsi que l'ensemble du personnel du décanat et ainsi que le corps professoral pour cette initiative de cette émission. Je vous remercie pour ça. Je suis Zino Nabé, je suis faisant fonction d'interne au CHP Hassan II de Stade et ma question est en rapport avec la désinfection des lieux. Comme vous le savez, on est en contact permanent avec les patients, que ce soit positif ou négatif. On est amené à travailler aux urgences. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie le maximum possible de mettre nos habits avec lesquels on va travailler à l'hôpital avant de sortir. Et quand on revient, on les enlève dans un système de sas. C'est-à-dire qu'on a fait ça à l'entrée de la maison. On essaie de laisser notre sabot et nos habits dans des sacs en plastique comme ceci pour après essayer de les nettoyer. Donc ma question, c'est que comment on peut désinfecter les lieux? C'est-à-dire comment on peut désinfecter cette place-là avec tout ce qu'on met dedans. Merci beaucoup. Professeur Chakib, donc ces deux questions de nos étudiants de 7e année et de 6e année. Donc la première question était relative à que fait un médecin ou un étudiant quand il est face à un patient et quand on sait a posteriori que le patient est confirmé positif. Oui, alors les deux questions ont trait à ce qu'on appelle le risque que court le personnel soignant. Avant de répondre à ces questions, je souhaiterais vous remercier, monsieur le doyen, pour la confiance que vous m'avez témoignée en me demandant de vous associer à vous à cette émission et d'exprimer ma joie et mon bonheur de se retrouver avec mes étudiants, même à travers un média et pas directement comme on a l'habitude de faire. La première question, effectivement, pose le problème de la risque de contamination.
par un personnel soignant, qu'il soit étudiant ou médecin confirmé, quand il est en contact avec une personne confirmée, PCR positive. En fait, tout dépend, est-ce que la personne, le personnel soignant, était habillé, c'est-à-dire correctement protégé, est-ce qu'il y avait un masque FFP2, est-ce qu'il y avait une tenue, par exemple une surblouse, est-ce qu'il a examiné le malade avec des gants ou sans gants. Alors, il y a deux cas de figure, soit qu'il n'avait pas de masque FFP2, il n'avait pas de surblouse, il n'avait pas de gants, et à ce moment-là, c'est une personne à grand risque. Ce qui est préconisé au niveau international et même dans le cadre du programme national marocain pour lutte contre cette maladie, qu'on appelle le plan de riposte, c'est que cette personne, elle doit cesser de travailler et rentrer en confinement et surveiller. On ne lui fait pas la PCR immédiatement, parce que de toute façon, même s'il est contaminé, rien ne va se passer immédiatement. Il y a une phase d'incubation entre le début, ça veut dire l'entrée du virus dans le corps de la personne et l'apparition des symptômes. Par contre, on le surveille étroitement et dès l'apparition des premiers symptômes, on fait la PCR. Si la PCR est positive, on le prend en charge et puis on le traite et puis après, certainement, il va guérir. La deuxième question, il a trait aux désinfections des locaux dans lesquels éventuellement on a stocké des produits qui sont potentiellement dangereux, c'est-à-dire contaminés. Alors ça, c'est très important, c'est une question qui est très importante par rapport à la conduite à tenir. Alors la conduite à tenir, elle est très simple. Premièrement, tout ce qui est utilisé pour les soins des malades qui sont Covid-19 confirmés doit rester de préférence à l'hôpital. Je m'explique. Les pyjamas, par exemple, les calots, même s'ils sont actuellement jetables, les blouses, les sabots doivent rester et doivent être désinfectés au niveau de la structure dans laquelle a eu la prise en charge. La personne va bien sûr continuer si vous voulez, cette désinfection par le traitement des locaux. Alors le traitement de locaux, c'est très simple. Hein. C'est l'utilisation de l'eau de Javel diluée au 1/6. Il est très efficace, il est virucide, on a démontré qu'il tue le corona, donc il faut utiliser l'eau de Javel pour désinfecter tout ce qui n'est pas abîmé par l'eau de Javel. Restent quelques outils qui risquent éventuellement d'être abîmés par l'eau de Javel. On peut utiliser du glycéraldéhyde à 2%. Et l'eau de Javel, professeur Chakib, dilution à 1/6, mais c'est l'eau de Javel à 12 degrés chlorométriques. C'est très important. Si on veut le diluer, il faut qu'il soit à la base à 12 degrés chlorométriques. Merci, professeur Chakib. Nous avons reçu aussi des questions par écrit. Étudiant en 3e année de médecine, Ahmed Eddin et Saf, est-ce qu'il existe des atteintes cérébrales par le SARS-CoV-2? Et deuxième question, est-ce qu'on peut avoir une myocardite virale à cause du SARS-CoV-2? Et si oui, quel est le mécanisme de cette atteinte? Alors, les coronavirus, qu'ils soient SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 ou MERS-Corona, sont neurotropes. C'est-à-dire, comme il aime l'appareil respiratoire, il aime aussi certaines structures cérébrales. Donc, ça a été démontré depuis 2005. Et par conséquent, on a des troubles neurologiques de différents types. On a des troubles neurologiques périphériques qui expliquent ce qu'on appelle la dysgeusie et l'anosmie, c'est-à-dire la personne ne sent plus rien. On a des troubles neurologiques centraux, même s'ils n'ont pas été explorés correctement, mais on a quelques publications avec des IRM cérébrales qui ont montré une atteinte type encéphalite à coronavirus. Puis on a des atteintes aussi au niveau médulaire. Alors pour l'atteinte cardiaque, donc l'atteinte cardiaque, elle a été décrite avec tous les coronas et on peut avoir soit une péricardite, par exemple, c'est ce qu'on voyait avec les anciens coronas, mais avec l'actuel corona, on a plutôt des myocardites. Alors l'explication, c'est que d'une part, il y a une entrée de virus avec sa protéine spike, donc une entrée par ce qu'on appelle un récepteur ACE, une enzyme de conversion, et par conséquent, donc, les tissus qui expriment ce récepteur, ils vont être plus riches par conséquent en virus et ils vont répondre par un système immunitaire qui va entraîner cette atteinte cardiaque. Il y a aussi une part de l'atteinte inflammatoire, ce qu'on appelle l'orage cytokinique, qui va entraîner en même temps une grande aggravation pulmonaire, une forte aggravation pulmonaire, mais aussi une atteinte cardiaque concomitante. Puis, chez certains malades, on a remarqué qu'ils font même plus que cela, ils font une embolie pulmonaire.
C'est pourquoi d'ailleurs, maintenant, tous les malades ils sont mis systématiquement, quand ils arrivent au stade de soins intensifs ou en réanimation, sous des héparines à bois moléculaire. Merci, professeur Chekib. Dans le même ordre, d'autres questions concernant la clinique. Zinb Fakir, 4e année, filière médecine. Est-ce que les symptômes, ce que vous avez cité, est-ce que les symptômes neurologiques tels que l'anosmie ou la gueusie peuvent être des signes révélateurs de l'infection au SARS-CoV-2? Et puis une autre question, est-ce qu'au Maroc, on réalise des autopsies sur les patients décédés dus au Covid-19? Effectivement, l'anosmie ou la dysgeusie est peut-être des signes révélateurs. On a décrit chez pas mal de personnes, c'est les premiers symptômes. Et les personnes qui sont actuellement dans un contexte de contact, ou même nos étudiants qui travaillent en contact avec les malades, s'ils ont ces symptômes, il faut qu'ils consultent et il faut qu'on les teste pour ne pas passer à côté, et surtout qu'on les traite au départ, pour ne pas passer à côté d'une infection à coronavirus MERS-CoV-2. Alors, les autopsies, donc bien sûr, quand il y a une indication médicale à l'autopsie, mais on ne fait pas d'autopsie systématique. Bien sûr. Je rappelle pour nos étudiants de première année ou deuxième, l'anosmie, c'est l'absence d'odorat, quand on perd l'odorat, et la gueusie, quand on perd un peu la sensation du goût. Avant de passer à la deuxième rubrique, je rappelle que notre sujet principal aujourd'hui, c'est Covid-19 et chloroquine. Donc on va parler avec le professeur Chekib du traitement médical et on passe aux bonnes pratiques. Les bonnes pratiques d'aujourd'hui, d'actualité, nous sommes le mardi 7 avril et vous le savez, hier, une décision a été prise sur le plan national, c'est l'obligation du port des masques de protection à partir d'aujourd'hui, ce mardi, pour l'ensemble des personnes autorisées à se déplacer en dehors de leur lieu de résidence. Donc une décision, bonne décision, vu l'évolution de la pandémie dans notre pays. Et ici, ma première question au professeur Chekib. Il y a quelques jours, scientifiquement, et des responsables disaient que le port de masque n'était pas obligatoire, que seules les personnes suspectes ou malades devaient obligatoirement porter le masque. Et aujourd'hui, la question, c'est qu'il y a une décision qu'on doit tous, à l'extérieur, porter nos masques. Avant d'arriver ici, nous avions tous nos masques de protection. Et là, comme vous pouvez le constater, nous respectons ce nouveau terme, la distanciation physique, ou l'ibti'ad al-jasadi. Donc, ma première question, professeur Chekib. Il y a quelques semaines, il y a des jours encore, des scientifiques et des responsables disaient que le port de masque de protection devait être fait juste par les personnes confirmées positives ou les personnes suspectes. Et hier, cette nouvelle décision que le port de masque doit être obligatoire pour toute personne autorisée à sortir. On présume bien entendu que c'est vu l'évolution un peu de la pandémie dans notre pays, mais on voudrait justement vous poser la question pour que nos étudiants prennent le message et justement expliquent aussi l'intérêt du port obligatoire du masque par toute personne qui va être à l'extérieur. Alors, cette décision peut être expliquée par deux choses qui sont complémentaires d'ailleurs. La première, elle est de l'ordre purement scientifique. Jusqu'au 1er avril, la communauté scientifique ne savait pas que le virus pouvait sortir avec la salive et contaminer quelqu'un avec la salive en parlant. Bien sûr, on savait tous que le virus sortait au moment de l'éternuement, au moment de la toux, au moment du crachat, mais on ne savait pas que juste en parlant avec quelqu'un, on peut le contaminer. Il y a une étude américaine qui maintenant a démontré d'une façon définitive cet aspect de contamination. Alors la deuxième explication, elle est d'ordre épidémiologique. Il y a 15 jours, il y a un mois, on avait quelques cas de coronavirus au Maroc. Donc, si vous voulez, on pouvait rencontrer, je ne parlerai pas de chance, mais le risque de rencontrer quelqu'un dans la rue avec un coronavirus était peut-être de 1% ou 1 pour 1000. Ça dépend bien sûr des villes. Alors maintenant, on est arrivé à plus de 1500 cas.
Donc, le risque va devenir très important. Donc, on va rencontrer plus de gens qui sont potentiellement contaminateurs, et ces gens, on sait maintenant qu'ils peuvent contaminer, en plus d'éternuement et de la toux, par leur salive, juste au moment où ils vont parler. Très bien, merci professeur Chakib. Donc nous sommes dans les bonnes règles et cette question, on devait la poser justement. Donc c'est l'évolution de la pandémie qui fait que obligatoirement, nous devons tous, justement pour réduire cette pandémie, porter nos masques de protection parce qu'on a beaucoup de risques de rencontrer une personne qui serait positive. Professeur Tahiri, la procédure justement de port de ce masque de protection. Merci Monsieur le Doyen. Donc comme vous allez en avoir l'illustration à l'écran, le port du masque doit répondre à des exigences, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout de porter un masque, il va y avoir une manière de poser le masque et une manière de le retirer. La première chose, c'est qu'il faut impérativement se laver les mains. Donc le fameux lavage des mains, soit avec de l'eau et du savon si à disposition, ou avec de l'eau ou du liquide ou un gel hydroalcoolique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut procéder à la vérification du masque, c'est-à-dire il faut s'assurer que le masque n'est ni déchiré ni troué et qu'il ne porte pas qu'il n'est pas abîmé. Troisième chose, il va falloir être vigilant par rapport à l'orientation du masque, c'est-à-dire que l'orientation va concerner deux choses, c'est-à-dire la première chose, c'est qu'il faut que le bec métallique soit vers le haut, comme c'est illustré à l'écran. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la face colorée soit vers l'extérieur. Ensuite, vous pouvez procéder donc à la pose du masque en plaçant les élastiques autour des oreilles et en pinçant la bande métallique au niveau du nez de manière à ce que le masque épouse parfaitement la forme du nez. Ensuite, il faut très légèrement tirer, comme vous le voyez à l'écran, le masque vers le bas pour recouvrir la bouche et le menton. Alors, ce qui est très important, une fois que le masque est posé, il ne faut plus le toucher, il ne faut plus le manipuler. Et bien évidemment, il ne faut en aucune manière l'enlever, par exemple pour parler ou parce qu'on a envie un peu, et le remettre. Non, à ce moment-là, l'efficacité n'est plus ce qu'elle doit être. Donc ça concerne la pose du masque. Maintenant, lorsqu'on va vouloir retirer le masque, là aussi, il y a une chronologie dans la procédure. Il va falloir retirer donc les élastiques de derrière les oreilles, tout en écartant, comme vous le voyez, le masque du visage, sans toucher le visage et sans toucher le vêtement. Et il va falloir, bien évidemment, jeter ce masque dans une poubelle fermée. Enfin, comme on l'a fait au tout début, on a touché ce masque qui est peut-être potentiellement contaminé, surtout la face extérieure. Il va falloir de nouveau procéder au lavage des mains avec de l'eau ou du savon ou un liquide ou une solution liquide ou gel hydroalcoolique. Donc je pense que l'efficacité du masque comment dirais-je, elle est liée directement à la manière de l'utiliser et à la manière de le mettre. Alors une petite précision, il y a actuellement dans le commerce un autre masque qui est à disposition, n'est-ce pas, de notre population. Ce masque est légèrement différent donc du premier masque que je vous ai montré. C'est un masque qui est tout aussi efficace. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas la fameuse bande métallique au niveau du nez. Il n'y a pas d'élastique sur les côtés, donc on ne met pas les élastiques derrière les oreilles, mais il y a un élastique unique qu'il va falloir tirer et mettre derrière la tête. Sinon, c'est un masque qui protège de la même manière et qu'il va falloir poser et retirer exactement de la même manière que l'autre, à quelques différences près. Voilà, Monsieur le Doyen. Merci, professeur Tahiri. Donc, nous devons tous porter des masques quand on sort pour une raison valable et justifiée, mais il ne suffit pas de porter des masques, il y a des règles, comment le poser et comment le retirer. Si je me permets de récapituler, Madame Tahiri, donc avant de le toucher même, le masque, il doit être dans une boîte, dans un endroit propre.
Donc on se lave les mains ou on met une solution hydroalcoolique pour le toucher. On les prend par le côté pour le mettre sans toucher la face. La face colorée, elle est à l'extérieur. Pincer, ce n'est pas obligatoire. Donc on le met. Et quand on le met, on ne va plus le toucher, on ne va plus le descendre, on ne va plus l'enlever jusqu'à le jeter. Et pour l'enlever, justement, le jeter, on ne touche pas la face parce qu'il est souillé jusqu'à preuve du contraire, il est contaminé. Donc on l'enlève latéralement et on va le jeter dans une poubelle qui doit être fermée. Et on traitera la poubelle, bien entendu, avec des précautions. Donc, chers étudiants, nous comptons énormément sur vous pour transmettre ces messages, pour appliquer, bien entendu, ces bonnes pratiques, ces bonnes règles, et pour transmettre un peu ces bonnes règles à votre entourage, donc les gens qui vivent avec vous. Sinon, vous pouvez toujours communiquer grâce aux réseaux sociaux pour expliquer ou même faire une vidéo pour montrer comment on pose un masque, comment on vit avec un masque pendant des heures et comment on va l'enlever pour le jeter. Merci beaucoup, professeur Tahiri. Oui, quelque chose de plus? Une petite précision. Ces masques ont normalement une durée d'à peu près 3 jusqu'à 4 heures, mais il peut arriver qu'au bout d'un moment, vous ayez la sensation que le masque est un peu humide de l'intérieur. Si vous voyez que le masque est devenu humide, à ce moment-là, il faut le retirer et le jeter et en mettre un autre. Merci beaucoup, professeur Tahiri, pour cette précision. Et on passe au sujet principal. Et justement, le sujet principal qu'on traite aujourd'hui, professeur Chakib, c'est que nous avons eu beaucoup de questions des étudiants, filière médecine et pharmacie, concernant le traitement médical et concernant justement la chloroquine. Et donc, on s'est dit qu'on va consacrer ce programme justement à ce traitement médical et à ce chloroquine. Et dans la série de questions tout à l'heure, on va voir ces questions. Mais pour le sujet principal, ma première question serait: comment nous avons eu l'idée que la chloroquine peut traiter ou peut être pour combattre ce coronavirus? Alors, les scientifiques connaissent très bien la chloroquine parce que c'est un médicament qui est utilisé pour le traitement de paludisme et certaines maladies de système depuis des dizaines d'années, sinon depuis facilement pour le paludisme depuis 70 ans. Et ce médicament a été testé auparavant depuis 2002-2003 sur le SARS, ce qu'on appelle actuellement le SARS-CoV-1, ça veut dire le premier virus de la famille du coronavirus qui a donné l'épidémie de SARS en 2002-2003. Bien sûr, elle a été testée dans un premier temps in vitro, et puis après, on a testé in vivo, et on a montré qu'éventuellement, elle peut avoir une efficacité. Par la suite, il y a des équipes qui l'ont testé sur d'autres virus, et elle a montré des efficacités, soit in vitro et in vivo, soit seulement in vitro. Donc on savait déjà que la chloroquine était en même temps un antipaludien et en même temps un antibactérien, parce qu'on traite quelques bactéries intracellulaires avec, et un antiviral. Alors quand il y a eu l'épidémie en Chine, l'épidémie récente, donc il y a des scientifiques chinois qui se sont dit pourquoi pas, on va essayer de traiter quelques malades avec ce médicament qui est antiviral in vitro. Et effectivement, ils ont eu la grande surprise que certains malades répondent bien à cette chloroquine. D'accord, donc c'est là où on a eu l'idée de commencer à tester. Tester et faire des études, 2 études chinoises dans un premier temps, puis après 2 études françaises qui ont suivi. Alors maintenant, là aussi les questions qui reviennent souvent, est-ce que nous avons la preuve scientifique que la chloroquine est efficace? Alors, on a la preuve scientifique inéluctable qu'il marche in vitro. On a la preuve qu'il marche chez les malades sur 2 aspects. On a démontré que quand un malade prend de la chloroquine, et surtout quand il la prend au début de la maladie, la chloroquine diminue la quantité de virus dans son corps, ce qu'on appelle la charge virale. La deuxième chose qui est très intéressante aussi, on a l'impression, qui va certainement être confirmée, je dis bien l'impression, que ces malades qui ont pris la chloroquine au départ n'évoluent pas vers les formes graves.
Ce qui est logique, parce que finalement, ce qui explique la forme grave, c'est le passage de la première phase de la maladie, qui est une phase qui est virale, à la deuxième phase, qui est une phase inflammatoire. Et plus on diminue le virus pendant la phase inflammatoire, et moins il y aura de risque pour passer à la deuxième phase qui est inflammatoire. Très bien. Et vous le savez, chers étudiants, que le Maroc avait pris la décision, à travers son comité scientifique et technique, d'adopter justement la chloroquine et l'hydroxychloroquine avec d'autres antibiotiques comme traitement du coronavirus. Et justement, professeur Chakib, quel est actuellement ce protocole? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un patient qui est testé positif? C'est quoi le protocole exact au Maroc? Alors, le ministère de la Santé a élaboré, après avis bien sûr du comité technique, un protocole précis dans lequel la chloroquine est prescrite avec un autre médicament qu'on appelle l'azithromycine, avec des précautions qu'il faut bien préciser. La chloroquine elle est donnée premièrement à des malades qui ne sont pas allergiques à la substance. Deuxièmement, qui n'ont pas de contre-indication à l'utilisation de la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Et troisièmement, qui ont bénéficié d'un bilan minimum pour éliminer le risque de complications, à savoir un dosage de la calémie et de la glycémie, et puis un électrocardiogramme pour mesurer le QT. Et si le QT est supérieur à 500, en général, on ne donne pas le médicament aux malades. Bien sûr, dans l'état actuel des choses, le QT il est interprété, ou l'ECG, pardon, il est interprété par des cardiologues qui nous donnent le feu vert pour commencer le traitement. Et bien sûr, le traitement, au moment de la surveillance du malade, on recontrôle la calémie et la glycémie, en plus bien sûr des analyses qui sont faites à la demande en fonction de l'état du malade, et on contrôle l'ECG, par exemple, 3e, 4e jour. Très bien. Donc ça, c'est notre protocole adopté sur le plan national. Tous les patients testés positifs vont être hospitalisés. Il y aura un premier bilan fait pour voir si la personne peut avoir la chloroquine ou hydroxychloroquine. On démarre le traitement en milieu hospitalier et bien entendu, on maintient une surveillance, à la fois la surveillance clinique pour le patient et une surveillance, on va dire, biologique pour voir un peu s'il n'y aura pas de problème de ce traitement. Merci, professeur Chakib. Et on prend une deuxième série de questions des étudiants. La deuxième série des questions, vos questions, chers étudiants, elle est relative au Covid-19 et chloroquine. Je vous rappelle avant l'adresse où vous pouvez adresser vos questions vidéo par écrit. L'adresse c'est uh2fmpc.questioncovid19@gmail.com. On regarde. Dans le traitement du coronavirus, un traitement fait polémique, la chloroquine. Quel est donc son mécanisme d'action? Ma question est comment la molécule de l'hydroxychloroquine peut attaquer le coronavirus? Et merci. Doyen, cher professeur, je m'appelle Amin Ayoub, étudiant en pharmacie en instance de thèse. J'aimerais poser une question à nos professeurs. En suivant les dernières publications scientifiques à propos du Covid-19, j'ai remarqué qu'il en existe entre eux un point commun qui est l'augmentation du taux d'interleukine 6. Sachant que il en existe dans le marché des traitements indiqués dans ce sens-là, notamment le tocilizumab, qui est un anticorps monoclonal immunosuppresseur par inhibition du taux d'interleukine 6. Donc, je me demande, est-ce qu'il en existe des pistes dans ce sens-là? Et merci. Bonjour, je m'appelle Houda Zaloul, étudiante en deuxième année pharmacie à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Ma question est la suivante. Pourquoi l'utilisation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 se fait sans AMM alors que toute nouvelle indication d'un médicament nécessite obligatoirement un AMM pour qu'elle soit valide? Et merci. Donc, professeur Chakib, c'est toutes des questions de nos étudiants, filière médecine et pharmacie, relatives à la chloroquine, mécanisme d'action, l'interleukine 6, oui. Et puis l'autorisation de mise sur le marché ou l'AMM. Oui, alors je remercie les étudiants parce que ce sont des questions très intéressantes. On commence par le mécanisme d'action. Alors, la chloroquine et l'hydroxychloroquine sont des médicaments qui vont jouer essentiellement, en grande partie, sur le pH.
sont alcalines, donc ils vont modifier le pH de la membrane de virus et des cellules aussi, et de la membrane, des membranes des éléments intracellulaires, les endosomes, lysosomes, etc. Et par conséquent, ils vont empêcher le virus de se multiplier et de donner d'autres virus. Ils agissent aussi par le mécanisme que connaissent certainement nos étudiants avancés dans leurs études, l'autophagie. Et puis après, ils agissent aussi au niveau de récepteurs de ce qu'on appelle le récepteur de l'antigène, c'est-à-dire au niveau essentiellement, le poumon, c'est le macrophage. Donc à différents niveaux, au niveau de l'entrée, dès que l'entrée au niveau du poumon, donc au niveau du macrophage, et au niveau des cellules, etc., au niveau des virus. Et c'est comme ça qu'ils vont avoir l'action. C'est une action qui est, si vous voulez, dépendante, qui est modification en fait de pH. Alors, la deuxième question qui a trait à l'IL6, effectivement, il y a cette histoire d'interleukine 6 qui est très connue dans les infections graves qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. Malheureusement, on n'avait pas de molécules anti-IL6 et quand les molécules ont été produites et commercialisées, elles ont été essentiellement utilisées dans les phénomènes inflammatoires. Et maintenant, on commence à les utiliser dans certains syndromes infectieux graves. Et dans le coronavirus particulièrement, ils ont été utilisés chez les malades graves en réanimation et certaines équipes ont obtenu de bons résultats. Nous, dans les recommandations marocaines, on a gardé cette option essentiellement pour les malades graves et en fonction bien sûr de la disponibilité de médicaments au Maroc, du stock. Alors, par rapport à l'utilisation de la chloroquine et à l'AMM, c'est vrai que la chloroquine et l'AMM au Maroc pour le paludisme, l'hydroxychloroquine et l'AMM au Maroc pour les maladies du système, essentiellement le lupus, le Sjogren et d'autres maladies du système, et c'est une forme de polyarthrite rhumatoïde. Obtenir l'AMM pour une maladie nouvelle dans une épidémie, c'est très difficile parce qu'il faut déposer un dossier et dans le dossier, il faut certifier, il faut qu'on ait des études contre placebo qui démontrent d'une façon définitive l'efficacité de cette molécule. Alors, on a des alternatives, on a soit les ATU, même les ATU, il faut quand même qu'il y ait des analyses, beaucoup d'essais cliniques qui ont été faits, mais on a aussi une autre voie alternative, c'est ce qu'on appelle les recommandations. Et ce qu'on a obtenu de la direction des médicaments du Maroc. On a une recommandation d'utilisation qui a été signée par la directrice de la direction des médicaments au niveau du ministère de la Santé au Maroc. Alors pour les jeunes étudiants, AMM, c'est autorisation de mise sur le marché. Deuxième procédure citée par le professeur Chakib, c'est l'ATU, c'est l'autorisation transitoire d'utilisation. Temporaire ou transitoire oui. ATU, autorisation temporaire d'utilisation. Et ce qui remplace parfois l'AMM en attendant l'AMM. On continue, professeur Chakib, avec des questions écrites. Alors, même étudiante, Monsef Nisrine, 5e année, qui dit « Quel est le traitement des patients atteints de Covid-19 en quarantaine au sein de l'hôpital dont l'état clinique est modéré ?» Je pense que vous avez répondu un peu tout à l'heure. Tout à fait. Tous les malades qui sont diagnostiqués sont traités par la chloroquine ou l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Maintenant, tous les malades qui sont en quarantaine ne font pas la maladie. Donc, on attend que le malade ait des symptômes, on le teste, s'il est positif, on le traite, mais s'il ne fait rien du tout, on le libère au bout de 14 jours. Dans la question, il y a hôpital et quarantaine. Enfin, hôpital, c'est pour les personnes positives, donc confirmées. Par contre, quarantaine, c'est comme isolement quand on a une suspicion, quelqu'un qui était ce qu'on appelle maintenant le mukhalitin, des personnes qui étaient en contact avec des personnes positives. Alors, une autre question, professeur Chakib. Sarah Aïs Ben Hammou, 4e année, filière pharmacie. Mécanisme d'action de la chloroquine. Donc, vous avez répondu. Comment un antimalarique peut avoir une action sur un virus? Sa deuxième question, quel est le protocole établi pour la prise en charge? Je pense que vous avez tout à l'heure répondu. Et puis, sa troisième question, existe-t-il une relation structure-activité entre les différents antibiotiques prescrits en cas de surinfection pulmonaire, lévofloxacine et moxifloxacine, et les antimalariques, notamment l'hydroxychloroquine, qui présentent des noyaux quinoléiques?
Non, c'est vrai qu'il présente des noyaux quinoléiques. Par contre, les lévofloxacines et moxifloxacines sont des quinolones, sont des fluoroquinolones antipneumococciques. Donc, il n'y a pas de relation, mais on les ajoute pas tellement, parce que peut-être l'étudiante les a vus sur des protocoles chez certains malades. On les ajoute en cas de nécessité si le malade en hospitalisation fait par exemple une surinfection avec une bactérie. Ce sont des antibactériens et jusqu'à maintenant on n'a pas la preuve qu'ils ont une grande efficacité en termes de virucide par exemple. Ce ne sont pas des antiviraux. Elle avait précisé, elle avait dit presque en cas de surinfection pulmonaire. Voilà, justement. en cas de surinfection pulmonaire on les utilise. Très bien. Une autre question de Zakaria Boutiour, 5e année, toujours filière pharmacie, et nos étudiants pharmacie qui s'intéressent beaucoup un peu à, c'est normal, aux médicaments. Alors, il dit, concernant l'utilisation de la chloroquine au Maroc, est-ce qu'elle a vraiment montré son efficacité contre le SARS-CoV-2 après son administration chez les patients confirmés Covid-19, c'est-à-dire a posteriori? Est-ce qu'on a une efficacité? Est-ce qu'on a remarqué? Oui, on a remarqué que la plupart des malades guérissent ce chloroquine. Maintenant, je crois qu'il est trop tôt pour dire combien de malades parmi ces malades qui guérissent alors qu'ils sont traités par chloroquine, combien de malades guérissent tout simplement parce qu'ils ont un système immunitaire qui leur permet de se débarrasser du virus, et combien de malades ils guérissent parce qu'effectivement il y a une action de la chloroquine au niveau du virus. En sachant que dans tous les cas, la chloroquine va diminuer la charge virale et par conséquent va accélérer la guérison et va probablement, très probablement, diminuer l'évolution vers les formes graves. Très bien, donc la chloroquine efficace contre le virus, elle va diminuer ce qu'on appelle la charge virale, donc c'est la teneur en virus d'un patient et donc automatiquement c'est la durée, on va dire, d'hospitalisation qui va être raccourcie, donc le délai de guérison il est plus court et donc automatiquement moins de risque de contamination des personnes qui sont dans l'entourage. Le même étudiant Zakaria Boutiour, il dit, que pensez-vous de l'association de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, sachant que, d'après le professeur de microbiologie français Didier Raoul, qui a fait pas mal d'études sur la chloroquine pendant des années, les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine plus azithromycine étaient pratiquement, entre guillemets, plus débarrassés de la présence du virus au bout de 6 jours. Je confirme ces données parce que l'azithromycine il a un effet potentialisateur par rapport à l'hydroxychloroquine. Ça veut dire qu'il va augmenter encore plus l'efficacité de l'hydroxychloroquine, d'une part. D'autre part, professeur Raoult avait montré dans certaines études que l'azithromycine, c'est un antibiotique qu'on utilise pour beaucoup de bactéries, a un effet antiviral. Donc on se retrouve chez un malade avec 2 antiviraux qui vont le débarrasser rapidement, c'est ça ce que évoque l'étudiant, plus rapidement de son virus que par rapport à une personne, quand on le compare avec une personne qui n'a pas pris ces 2 médicaments. Merci, professeur Chakib. Et une dernière question. L'étudiante Esma Bennouar, 4e année filière médecine, elle dit, est-ce que les IEC et ARA2 favorisent ou protègent contre le Covid-19? Alors, les IEC et les ARA2 ils ne protègent pas contre le Covid-19 et ils n'aggravent pas le Covid-19. C'est vrai qu'il y a eu à un moment des discussions par rapport à ces 2 molécules, parce que ce sont des molécules qui vont agir chez des malades qui, par exemple, qui ont une hypertension, qui ont des problèmes cardiovasculaires. Et on a expliqué au départ que le virus, il va rentrer par un récepteur qui est de l'enzyme de conversion. Mais la question a été tranchée par les sociétés savantes. On peut citer des recommandations de 2 sociétés savantes, la Société américaine de cardiologie et la Société française de cardiologie, qui a dit clairement que les malades qui sont sous EUC ARA ne doivent en aucun cas arrêter leurs médicaments. D'accord. Donc le message est clair, chers étudiants. Encore une fois, professeur Chakib, merci beaucoup pour votre présence et pour tous les éclaircissements que vous avez donnés à nos étudiants. Et on va passer à la situation au Maroc en ce jour du mardi 7 avril 2020. Alors nous sommes le 7 avril 2020. Nous avons testé jusqu'à aujourd'hui 5437 personnes.
Les testés négatifs sont au nombre de 4 253, représentant un taux de 78,22%. Et les testés positifs, donc ça augmente. Nous sommes aujourd'hui à 18 h à 1184 personnes testées positives, donc avec un taux de 21,78%. Pour l'évolution des testés positifs depuis le départ, les guéris sont au nombre de 93, un taux de 7,85, et nous déplorons aujourd'hui, on cumule 90 décès au Maroc avec un taux de 7,60. Professeur Chakib, vos commentaires, cette évolution jusqu'à aujourd'hui? Alors, c'est une évolution qui commence un petit peu à nous inquiéter parce que quand même, on a dépassé les 1000 cas et les gens, ils doivent rester confinés chez eux, ils doivent porter les masques s'ils sortent pour une raison obligatoire, c'est très important. Ils doivent respecter, comme ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, le lavage des mains et cette distance physique ou sociale. Parce que si on arrive à 3000 cas, chose qui est possible dans 15 à 20 jours, on va avoir un énorme problème de pression sur le système sanitaire. Exactement. Ce qui pose bien sûr deux ordres de problèmes. Le premier en termes de capacité litière, ça veut dire qu'on va avoir un déficit en termes de lits disponibles pour hospitaliser des malades, éventuellement des malades graves. Parce que vous savez que les lits de réanimation sont rapidement saturés. On a eu l'exemple de la France, de l'Espagne et de l'Italie. Et puis, ça va poser un problème au niveau de la pression sur le personnel soignant et risque de craquer. Et ça, on aimerait bien ne pas arriver à ces situations catastrophiques. Alors, professeur Chakib, nous avons préparé justement pour la première fois une évolution de cette pandémie au Maroc. Notre source, bien entendu, c'est l'autorité sanitaire. Alors, ce premier diagramme, il montre un peu l'évolution quotidienne des nombres de cas confirmés positifs. Donc, on remarque, bien entendu, c'était au départ quelques dizaines de cas, et puis ça augmente, 50, 69, 71. Et ces 3-4 jours, donc nous étions à 122, puis 107, et hier, c'était le pic, le 6 avril, c'était le pic avec 130 personnes confirmées en une seule journée. Un deuxième diagramme qui montre un peu l'évolution des cas cumulés. Et là, on remarque bien entendu qu'au départ, la courbe était un peu plate jusqu'au pratiquement 25 mars, où elle commençait un peu à monter, on va dire comme en exponentielle. Et donc aujourd'hui, voilà, nous sommes à 1184 cas. Un troisième diagramme, cette fois-ci, qui montre l'évolution hebdomadaire. Donc la première semaine, celle du 2 au 8 mars, 2 cas seulement. Puis la semaine 2, du 9 au 15 mars, 26 cas. La semaine 3, du 16 au 22 mars, 87 cas confirmés positifs. Et là, ça commence à augmenter. La quatrième semaine, celle du 23 au 29 mars, nous étions à 348 cas positifs. Et la semaine dernière, d'avant-hier, du 30 au 5 avril, nous avons recensé 527 cas positifs. Et lorsqu'on calcule un peu les moyennes journalières, eh bien entendu, ça augmente et rapidement. La semaine dernière, c'était pratiquement 75, une moyenne de 75 cas confirmés par jour. Et la semaine 4, c'était une moyenne de 50 cas confirmés par jour. Un dernier diagramme qui montre l'évolution des guérisons et des décès. Donc aujourd'hui, nous sommes à 7 points et quelques entre guérisons et 7 points et quelques de décès, donc pratiquement la même chose. Mais Inch'Allah, on espère qu'avec dans 7 à 10 jours, nous aurons beaucoup plus de cas guéris. Des commentaires, professeur Chakib, sur cette évolution attendue, bien entendu? Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est le nombre de décès. C'est vrai qu'il faut le relativiser, parce que comme on ne fait pas de diagnostic de dépistage massif, donc on a beaucoup de malades qui arrivent tardivement et qui sont hospitalisés en réanimation. On a beaucoup de malades avec des pathologies préexistantes. On a pas mal de sujets âgés. Et je voudrais passer, si vous permettez, un message qui est très important. Je crois qu'on est arrivé au stade où on doit protéger d'une façon très stricte nos parents, nos grands-parents et tous les membres de nos familles qui ont des maladies chroniques. Ouais. Ils ne doivent plus sortir de chez eux, ils doivent être restés confinés, ils ne doivent plus recevoir aucune personne qui potentiellement est peut-être
malade, qui soit fatigué, qu'il a de la toux, qu'il a de la fièvre, et ne doit pas les toucher, ne doit pas les approcher. Et puis un dernier camembert qui montre un peu, cette fois-ci, la répartition géographique selon nos 12 régions. Et première remarque, c'est qu'il y a 4 régions qui détiennent un peu le maximum de confirmés positifs. Donc les 4 régions sont Kazastat, Rabat, Salé, Kenitra, Fès, Meknès et Marrakech, Safi. Et les 4 régions sont à près de 80% des cas. Et lorsqu'on prend la région classée première, c'est la région de Kazastat et qui est pratiquement à 29-30% des cas. Des explications, professeur Chakib? Ben ça traduit certainement la densité de la population, parce que comme on sait que le virus se transmet rapidement quand on est l'un à côté de l'autre, et on sait qu'au niveau des grandes régions, notamment à Casablanca, on parle peut-être de Casablanca, la Casablanca Stade, ou par exemple la Fès Meknès ou à Rabat Salé. Donc on a des quartiers où on a une densité très importante. Ça traduit aussi probablement, ce qui est dommage, le non-respect pour certaines catégories de la population des recommandations des autorités sanitaires. Et on le voit par exemple à Casablanca, dans certains quartiers populaires, pendant une certaine période de la journée, on a encore plein de gens qui sortent pour acheter des... je sais pas, ils ont le droit de sortir pour acheter des trucs dont ils ont besoin, mais il faut qu'ils sortent voilà, avec le moins possible. Il faut qu'ils regroupent leurs achats, il faut qu'ils achètent une fois par semaine, il faut, s'il arrive dans une structure où il y a beaucoup de monde, il faut qu'ils voilà, ils reviennent chez eux, puis après, voilà, donc je crois que c'est très important. Donc, la pandémie est toujours évolutive dans notre pays, donc l'évolution, espérons que cette courbe va s'aplatir, Inch'Allah, très bientôt, et l'évolution dépend justement des comportements des citoyens. Donc, chers étudiants, on compte sur vous pour le confinement. Encore une fois, de la première à la 5e année, vous êtes chez vous en confinement. On compte sur vous pour transmettre un peu tous ces messages de vos enseignants à votre entourage directement ou à travers les réseaux sociaux. La deuxième obligation hier, c'était le port de masques de protection pour toutes les personnes qui doivent sortir pour une raison bien entendu valable et justifiée. Professeur Chakib, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur de l'enseignement supérieur dans notre faculté spéciale des maladies infectieuses et tropicales et que vous êtes membre du comité technique et scientifique justement de riposte contre le coronavirus. Un dernier mot peut-être à nos étudiants. Restez chez vous, préparez vos examens. C'est une épidémie qui va certainement passer et j'espère qu'on va vous retrouver avec des bonnes notes à l'examen et surtout la réussite pour l'année prochaine. Inch'Allah, merci beaucoup professeur Chakib. Professeur Taheri, merci beaucoup. Et encore un dernier mot à nos étudiants. Moi, je crois que je ne pourrais lors de cet épisode, nous avons insisté en termes de bonnes pratiques sur le masque. Comme l'a précisé Monsieur le doyen, à partir d'aujourd'hui, le masque est obligatoire. Alhamdoulilah, il est à disposition. Mais ce masque ne va véritablement prouver son efficacité et être utile que s'il est utilisé correctement. Que ce soit au moment de la manière de le mettre, de le retirer. Et je pense, j'espère, Inch'Allah, que ça va apporter quelque chose dans la prise en charge et comment dirais-je, la confrontation avec cette pandémie, surtout du fait, comme l'a dit le professeur Chakib, de cette densité de la population, par exemple, si on prend l'exemple de Casablanca. Merci beaucoup, professeur Taheri. Chers étudiants, on vous rappelle une dernière fois l'adresse où vous pouvez adresser vos questions à travers vidéo ou par écrit, uh2fmpc.questioncovid19@gmail.com, et on vous rappelle la ligne téléphonique, cette cellule d'écoute dédiée pour vous concernant les problèmes en rapport avec justement ce confinement et en rapport avec la pandémie. Donc le numéro c'est le 06 66 48 56 70. Encore une fois, merci chers collègues et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, très prochainement.